C'était pas prévu que je vous fasse un bilan culture maintenant, je comptais vous le faire à mon retour de vacances au mois d'août, mais je suis en convalescence. C'est pas vraiment un arrêt maladie vu que je suis actuellement en train de travailler, mais c'est une forme de convalescence. Pour vous donner un petit contexte, j'étais ce week-end à l'EVJF d'une de mes meilleures amies au monde, Lola, que vous avez déjà vu, Lola Simone sur les réseaux sociaux, et je me suis cramé le cul sur le poil d'un sauna. Voilà, ça aurait pu être très très grave, c'est juste grave. Du coup mon cul il ressemble à ça. Je peux pas le couvrir de rien, je peux pas m'asseoir, je peux pas m'allonger dessus, enfin vous voyez, il y a rien qui peut le toucher actuellement. C'est top, c'est top, c'est top. Donc on est sur un bilan culture debout avec juste le haut de mon corps cadré puisque je suis à moitié à poil en bas puisque aucun tissu ne peut toucher cette brûlure. Si vous voulez un story time, écoutez, je vais sans doute en faire un sur TikTok, mais là je suis encore un petit peu en train de process le trauma. Je m'en suis suffisamment sortie sur le monde pour profiter quand même de l'EVJF de mon ami, et donc nous avons pu nous amuser jusqu'à 5h30 du matin. C'était il y a 2 jours, je m'en suis pas encore tout à fait remise évidemment. On est lundi. Petit bilan culture détente pour vous, pour moi aussi, hein. C'est parti, je commence par la série que j'ai regardée, après on fera les livres et après on fera les films. Les films c'est un gros morceau. La seule série que j'ai regardée dernièrement c'est la saison 3 de Bridgerton. Ai-je besoin d'en dire plus? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison c'est évidemment la complexité du personnage principal. En fait je peux pas spoiler, si ça se trouve vous avez pas vu Bridgerton. Mais donc c'est axé sur Penelope, c'est un personnage très complexe sur beaucoup d'aspects, les gens qui l'ont vu vous savez, et j'ai beaucoup aimé que ce soit plus complexe que juste c'est une personne à marier machin, parce que donc si vous ne savez pas, chaque saison se concentre sur quelqu'un qui doit être marié en gros, et ça devient le personnage principal et c'est autour de ce mariage. Je pense que j'ai préféré cette saison à la saison 2 et à la saison 1 sur l'intrigue, mais j'ai été un petit peu déçue de la pudeur autour des scènes de fesses, dans le sens où la saison 1 a été quand même remarquée par des scènes de cul mémorables, et moi je trouve que c'est super important de mettre en scène une sexualité, une poterie qui est quelque chose finalement, même si c'est passionnel, même si c'est une série, même si ça fait rêver, qui est des petits aspects réalistes dans une libido partagée, sans violence, du consentement, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est très chouette de mettre en scène la poterie sans pudeur, enfin sans pudibonderie, sans ce puritanisme à l'américaine là. Sauf que Netflix a clairement dit il faut se calmer, et nous avons eu le droit à très peu de scènes de ce style là, alors que Penelope a quand même un corps qui est très peu représenté dans des scènes de ce type là, et donc ça aurait été bienvenu. Ça c'est juste par rapport au sujet de la poterie. Sinon le sujet global de Bridgerton c'est très divertissant, ça casse pas 3 pattes à un canard comme série, mais ça a le bénéfice de se binge-watcher avec le plus grand des plaisirs et de nous faire oublier ce qu'il y a dans le monde autour et les difficultés qu'il peut y avoir dans ce monde. Donc moi j'apprécie. Pour les livres je pose ma tasse de thé. Oh là là les amis, ce thé c'est le thé rose jasmin de Emma. C'est important que je vous en parle parce qu'il est absolument divin. Oh non, j'ai fait tomber du thé. Faites-moi un petit screen de ça. Thé vert bio jasmin rose les amis. Oh, il est absolument délicieux. Je vous le recommande vivement. Je l'avais acheté pour ma maman à la base, et en fait je m'en suis gardé quelques sachets pour moi parce que j'avais trop envie de goûter, et c'est mais tellement bon. Pardon, je dis vague. C'est drôle. Les 3 livres que je suis en train de lire actuellement, j'ai un petit peu de mal à lire en ce moment, c'est dommage. C'est clairement quand j'ai mon téléphone. Je vous ai fait une vidéo sur ma détox digitale. La dernière fois que j'ai lu de ouf, c'est pendant ma détox digitale. Donc il faut que j'éteigne mon téléphone pour lire apparemment. Ça tombe bien, c'est prévu pendant mes vacances comme je vous ai dit. C'est pas la dernière vidéo là, vous en avez encore une autre après. En gros, le 23 juillet je crois, ce sera la dernière vidéo. Et après je reviens le 13 août. Vous allez juste avoir 2 mardis sans vidéo pendant l'été, ce que je trouve ma foi plutôt correct, n'est-ce pas? Alors, j'en suis à la page 91 de The 4-Hour Workweek. C'est un bouquin que j'ai acheté sur Momox parce que j'adore lire les livres en langue originale quand je peux les lire, donc anglais et espagnol. C'est de Tim Ferriss, c'est un auteur de productivité, de business très connu dans la sphère anglo-saxonne. Je sais pas s'il est connu en France, mais moi je consomme énormément ce type de contenu, donc on parle tout le temps de ce bouquin, j'avais envie de le lire. En fait, il donne une perspective différente au travail et à
à l'argent, il explique voilà que l'objectif n'est pas de gagner énormément d'argent, mais de soutenir un mode de vie qui met en avant la liberté. C'est la liberté avant l'argent, c'est la liberté avant le travail, et donc il donne un espèce de mode d'emploi pour travailler que 4 heures par semaine. Évidemment c'est un petit peu poussé, mais je trouve que ça présente des concepts très libérateurs, notamment il est complètement contre cette notion du 35 heures, du 9-17, etc. Il explique que les entreprises devraient fonctionner à la tâche effectuée et pas à l'heure travaillée, en gros si on aime notre travail, qu'on est efficace, qu'on n'est pas censé rester tard le soir si on a fini de bosser, etc. Enfin c'est assez libérateur. Je réduis beaucoup le propos puisque j'en suis qu'à la page 90, que je le lis pas voilà, de façon très assidue. J'ai dû le commencer il y a un mois, mais je le recommande si vous êtes dans une logique entrepreneuriale ou que vous êtes insatisfait de votre vie de salarié. Il y a des clés aussi pour les personnes qui sont salariées, c'est pas que pour les entrepreneurs, entrepreneuses. Si ça vous parle, je vous le recommande vivement, même si je sais qu'en France on est un petit peu trop accroché à la notion de mérite, de travail acharné, de travail dur, et donc bosser moins, ça voudrait dire qu'on réussit moins. Moi en tout cas je sais que je suis complètement matrixée par ce discours là, et c'est pour ça que je lis ça pour m'en défaire. Ensuite je suis en train de lire de Maître Moria, La source et le moyen. Alors là c'est très niche, c'est un bouquin qui a été écrit en 94, j'en suis à la page 44. C'est un livre qui est vraiment écrit pour les thérapeutes qui manient les énergies, voilà, et donc ça explique que nous ne sommes pas la source, nous sommes le moyen du soin, et que donc nous devons être le plus neutre possible, avec le moins d'attente possible, pour que la source puisse nous traverser et donner ce qu'elle a à donner à la personne qui est en train d'être soignée par nous qui sommes le moyen. Ça parle de la responsabilité de ne pas avoir d'intention, c'est hyper intéressant parce que forcément, je sais pas si vous savez mais je suis praticienne en énergétique chinoise depuis, j'ai été diplômée en juillet 2020 et j'ai commencé à exercer en février 2021 de façon professionnelle. J'ai encore mon cabinet malgré l'influence et je travaille à mon cabinet, je dirais que j'ai une dizaine de patients par mois, 10-12, donc c'est très peu, mais c'est voilà, c'est mon petit jardin secret à moi, j'en parle très peu sur les réseaux. Si vous êtes le sang de la veine, vous avez déjà vu des vlogs cabinet et tout, mais voilà, c'est parce que c'est sur YouTube. Ailleurs, j'en parle beaucoup moins. Donc, moi, toutes mes études et le début de ma carrière d'énergéticienne, c'était vraiment dans un objectif de guérir les personnes, évidemment. Et vraiment un truc de, elles dorment mal, évidemment, je vais faire tout pour soigner leur sommeil. Je suis en train de basculer progressivement, c'est pas une bascule violente, vers laisser leur individualité, leur âme, leurs énergies décider de ce qui est bon et me connecter à plus grand que moi pour faire passer le soin. Alors là, il y en a qui sont partis, ils sont c'est quoi cet allumé? J'ai donc entrepris une espèce de modification dans mon intention pour la purifier au maximum et pour ne pas me prendre pour Dieu, littéralement, et laisser Dieu travailler au travers de ma petite personne. Voilà, et donc je lis ce bouquin qui est complètement dans cette optique et dans cette direction. Et enfin, je suis en train de lire un livre qu'un ami à moi m'a prêté. J'ai à peine, pareil, page 42. Ça s'appelle La Reine Soleil de Christian Jacques. Je suis en exploration de ce bouquin qui se passe en Égypte antique. Qui est la personnage principale? La Reine Soleil, du coup, c'est Akheza. Son père, c'est l'empereur Akhenaton, qui est au service donc du dieu Aton, le dieu soleil, si je comprends bien. Je n'ai aucune notion d'histoire antique, je suis très mauvaise sur ces sujets-là. Je connais vraiment ce que le commun des mortels qui n'a pas trop creusé connaît. Le Nil, les dieux avec des têtes d'animaux, Cléopâtre, les pyramides. C'est dramatique. Donc, je me plonge dans ce roman autour des figures de l'Égypte antique, conseillé donc par un ami qui adore ce livre. Il faudrait vraiment que je me plonge, dans le sens où j'ai lu que 42 pages en 2 fois. J'espère avoir le temps de vraiment lire ce livre parce que c'est très bien écrit. Le mood, l'atmosphère est très bien préparée. Voilà. Pour autant, je peux pas encore vous dire si j'aime ou j'aime pas. J'ai l'impression que j'aime. J'ai été un petit peu dérangée, mais ça c'est mon côté féministe qui cherche le moindre petit détail qui va pas. Mais j'ai pas du tout aimé qu'un homme, donc ce fameux Christian Jacques, décrive le corps nu d'une enfant de 12 ans, puisque Akheza a 12 ans au début du livre en tout cas. J'ai pas du tout aimé qu'ils mettent en valeur ses parties génitales, ses seins, etc. J'ai trouvé ça un peu cringe.
cringe, mais bon, j'en ai parlé avec mon ami qui m'a prêté ce livre et il m'a dit que il fallait pas oublier que la nudité à cette époque-là était complètement banalisée, complètement normale, et donc c'était aussi une façon de mettre en abîme et de rentrer dans cette époque-là que de donner ce type de détails. J'étais en mode ok, pourquoi pas, c'est bon, je continue. Maintenant on passe au film. Je reprends mon thé délicieux. Si vous avez vu mon vlog à Madrid, vous savez que l'essentiel des films dont je vais vous parler, je les ai vus à Madrid, mais je vais commencer par un film que j'ai vu il y a 3 jours. C'est Vice Versa 2, évidemment. Je suis allée le voir au cinéma avec ma maman à Paris. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. J'ai été très émue parce que donc il y a de nouvelles émotions qui débarquent dans les headquarters. C'est Riley qui est devenue adolescente et donc avec l'arrivée de la puberté, il y a anxiété, embarras, ennui et envie qui débarquent dans les headquarters et j'ai absolument adoré parce que ça m'a beaucoup parlé. Mes premières angoisses existentielles datent de mes 12 ans, ma première crise d'angoisse date de mes 16 ans, donc je me suis énormément identifiée. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai pas pleuré comme le premier qui me fait chialer de ouf à chaque fois. Je vais retourner le voir, c'est possible que je chiale au deuxième visionnage, je sais pas, mais voilà, j'ai absolument adoré. J'ai trouvé qu'il n'était pas moins bon que le premier. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien aussi. Il est du même niveau. Il est pas mieux, il est pas moins bien. Pour moi, il est du même niveau que le premier. Je l'ai trouvé très pertinent dans l'explication de la crise d'angoisse, de l'anxiété, du besoin d'appartenir, d'appartenance, de la recherche d'identité qu'on peut vivre dans l'adolescence. Je trouve que c'est un film qui est génial à voir quand on est adolescent justement, et après, et quand on est parent. Enfin pour moi c'est un film qui s'adresse vraiment à tout le monde. Je le recommande de ouf et pour moi il est validé. Je veux bien votre avis ceci dit sur le sujet. J'étais à Paris pour un tournage avec Webedia, vous savez, pour mon podcast, le podcast de Webedia qui s'appelle J'espère que tu vas bien, que j'anime. Je suis le visage de l'animation du podcast. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube et le lien des épisodes qui seront déjà en ligne avec moi sur YouTube. Sinon vous pouvez aller sur toutes les plateformes de podcast audio si ça vous intéresse. C'est en grande partie grâce à vous que je le fais puisque ça se passe sur YouTube et tout. Merci beaucoup parce que grâce à vous, je suis devenue l'animatrice d'un podcast sur la santé mentale et le bien-être avec Webedia. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Le premier épisode est sur l'Australie. On a fait un épisode sur la famille, je sais pas s'il est déjà sorti. Et on a fait un épisode sur la réussite, la pression de réussite, la précarité, etc. Enfin voilà, l'envie de réussir. Je suis trop contente notamment de ces 2 autres épisodes qui sont beaucoup plus dans mes thématiques. L'Australie c'était plutôt l'idée de partir solo, donc ça me parle moins. Voilà, donc si c'est sorti, c'est dans la barre d'infos, sinon bah ça va sortir bientôt. Donc, on va faire un petit récap de tous les films que j'ai vus à Madrid avec mon papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vu Dune 1 et Dune 2. J'en ai déjà parlé dans le vlog, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Surtout que je commence à fatiguer parce que j'ai pas mangé, parce que je suis en convalescence et du coup je suis un peu patraque et je suis debout et j'ai mal. Donc on va pas partir dans une énorme critique de Dune, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. L'univers de Dune est génial. Enfin un film épique innovant, c'est ça ce que j'ai envie de dire. J'imagine que les livres sont extraordinaires, je les ai pas lus, mon frère est en train de les lire. Donc Swan, parle-nous des livres maintenant, tu as le droit, la parole t'est ouverte. Voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement innovant parce que il y avait quand même une tendance à suivre Star Wars pour beaucoup de films épiques avec des notions de planète et d'espace. Bon, évidemment là c'est le cas, on voit bien les inspirations de Star Wars, mais il y a quand même quelque chose de très unique dans Dune, notamment cette façon de filmer d'un réalisme incroyable, d'être au plus près des acteurs, des scènes. La façon dont c'est filmé, moi je suis complètement fanatique. J'ai eu des moments où j'étais en extase devant des plans. Je suis pas une grande cinéphile, mais j'ai une sensibilité quand même à la façon dont les films sont filmés. C'était très redondant. Je pense que tout le monde peut apprécier le fait que ça a été filmé dans le vrai désert et à quel point c'est réaliste du coup grâce à ça. Aucun acteur ne fait défaut. J'avais pas compris la hype autour de Timothée Chalamet. Maintenant je comprends la hype autour de Timothée Chalamet parce qu'il te transporte. Ses yeux, son visage, c'est un truc de ouf comment il t'emmène dans le truc. J'ai, comme je vous l'avais dit dans le vlog à Madrid, une petite réserve par rapport au deuxième que je trouve beaucoup plus cliché
que le premier, notamment dans les scènes de violence, de combat et dans la représentation du mal, parce que ça reste un film manichéen, il y a les bons et il y a les moins bons, même s'il y a des nuances qui sont très appréciées. J'aime beaucoup quand il y a des nuances de gris, aucun rapport avec 50 Shades of Grey s'il vous plaît. Et donc c'était beaucoup plus gris dans le premier, alors que dans le deuxième, voilà, il y a des démonstrations excessives de violence. La violence symbolique a beaucoup plus de poids dans le premier, alors que dans le deuxième, c'est trop démonstratif, c'est trop cliché. J'ai quand même trouvé que c'était extraordinaire, hein, vraiment, et je vous recommande vivement de regarder ces films. Moi qui suis pas une grande fan de films violents, je suis pas une grande fan de films fantastiques ou de films épiques, je vous assure que j'ai absolument adoré ce film. J'ai juste, voilà, une réserve dans le sens où le premier est vraiment meilleur que le deuxième, parce que le deuxième est parti un peu trop dans la tendance américaine de forcer le trait sur les méchants. Voilà, pour Dune 1, Dune 2, juste aller le voir, c'est tout. Ensuite j'ai revu deux classiques, Gladiator et Marie-Antoinette. Voilà, rien à voir. Gladiator, super, ça m'a fait très plaisir de le revoir parce que il est vraiment très bon. C'est un très bon film, film d'action, film d'époque, film épique, film d'aventure, film antique. Je sais pas comment on appelle ce type de film. En tout cas, c'était super. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Je trouvais que c'était très émouvant. Si vous ne connaissez pas Gladiator, je dis ça en mode est-ce que c'est possible de ne pas connaître Gladiator, mais je me dis que si vous êtes d'une plus jeune génération, peut-être que vous êtes passé à côté. C'est l'histoire d'un général qui est très proche de l'empereur actuel. L'empereur se fait assassiner par son propre fils pour que son fils prenne le pouvoir. Son fils est complètement fou et il envoie assassiner toute la famille du général, et le général compris. Le général survit, mais il est réduit à l'esclavage et devient gladiateur, et c'est son histoire à partir de là. C'est vraiment génial. Le deuxième film grand classique, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Vraiment trop chouette. J'aime beaucoup ce film, je le trouve super, très juste. Je trouve qu'il met en scène très bien le faste de la cour de Louis XVI et comment ils ont eux-mêmes couru à leur perte tout en n'ayant aucune mauvaise intention. En fait, je trouve que ça met très bien en scène les privilèges. Le fait que depuis tes privilèges, depuis ta tour d'ivoire, tu as beau être en empathie avec les personnes qui vont mal, tu ne te rends pas compte de l'écart qu'il y a entre vous deux parce que tu es trop à l'aise dans tes privilèges pour les remettre en question. Donc je trouve que c'est une super piqûre de rappel pour les personnes comme moi qui sont voilà, privilégiées par leur classe sociale, leurs revenus, leur couleur de peau, tout ça. Et pour terminer, deux films moins classiques mais tout de même, j'ai regardé La merveilleuse histoire de Henry Sugar, qui est un court-métrage de Wes Anderson adapté de Roald Dahl, d'une nouvelle de Roald Dahl, qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage, je crois. Les amis, j'adore Roald Dahl, j'adore Wes Anderson, le personnage principal c'est Benedict Cumberbatch, je ne pouvais pas ne pas aimer, j'ai absolument adoré. Moi le style de Wes Anderson j'adore, et là c'était encore plus poussé. J'ai trouvé ça extraordinaire comme court-métrage, ça dure 40 minutes, il est sur Netflix, je vous conseille vivement d'aller le regarder. Après, Wes Anderson a fait 3 autres courts-métrages qui durent je crois 17-20 minutes, je suis plus sûre, aussi adaptés de nouvelles de Roald Dahl. J'en ai vu 2 sur les 3, c'est beaucoup plus dark que Henry Sugar, donc regardez Henry Sugar. Si ça vous plaît, peut-être allez tenter les autres. Moi je les ai quand même trouvés absolument géniaux, mais Henry Sugar a quelque chose de très léger en plus d'être extrêmement stylé comme court-métrage, comme film. Oh là là, non vraiment je vous le recommande, mais vivement. Et il n'y a pas que Benedict Cumberbatch, il y a des acteurs de ouf dedans, enfin allez le voir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de m'asseoir si vous saviez. Je peux m'allonger sur le ventre, mais si je m'allonge sur le ventre... Voilà, encore un film dont je veux absolument vous parler, parce que je pourrais m'arrêter là si je voulais, mais j'ai vraiment très envie de vous en parler. C'est Les Feuilles Mortes. Ça a été le prix du jury à Cannes en 2023. C'est un film finlandais. On est d'accord, les films scandinaves et les films finlandais encore plus, t'as l'impression qu'ils sont pas câblés de la même façon. Clairement, c'est un autre type d'Europe et ça se voit dans leur style, mais j'ai trouvé ce film vraiment très bien. Il est assez anachronique parce qu'il se passe soi-disant en 2023, notamment parce qu'à la radio on entend beaucoup de nouvelles par rapport à l'invasion de l'Ukraine, etc. Donc c'est actuel, mais le décor est un décor des années 80 déchu. On a l'impression qu'il y a eu une période de faste et d'abondance et que cette époque est terminée, qu'elle est déchue. Tu as très peu d'objets technologiques, enfin voilà, c'est très étrange comme ambiance et ça a pu au début me questionner beaucoup et donc m'empêcher de rentrer dans le film, mais finalement cette ambiance te permet d'entrer dans le film. Cette ambiance très un peu glauque d'un post-30 glorieuses,
c'est finalement plutôt chouette pour rentrer dans le mood du film et c'est tout simplement une histoire d'amour entre deux personnes que la société a laissé tomber. Voilà, un homme et une femme livrés à eux-mêmes dans une précarité la plus totale. Et c'est une histoire d'amour entre les deux. Ça s'appelle Les Feuilles Mortes, Fallen Leaves. Je crois que c'est sur HBO, mais HBO Espagne, enfin bref, je sais plus. En tout cas, j'ai absolument adoré ce film. Ma belle-mère, avec qui on l'a regardé, a détesté. Mon père a adoré. Donc je pense que voilà, ça dépend un peu de ton type de sensibilité. Je pense que j'aurais pu basculer vers ne pas aimer, mais j'ai réussi à rentrer dedans. Donc je vous le recommande même juste par curiosité, parce qu'à mon avis, ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens. Ça peut vous surprendre. Moi je suis surprise d'avoir aimé et j'ai vraiment aimé. Voilà. Sur ce, on a terminé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le mot de la fin... pompiers, n'hésitez pas à faire au feu les pompiers, il y a le boule de loup qui brûle, enfin tentez des trucs. Je vous refais un gros plan sur ce que les pompiers devraient sauver. Voilà, n'hésitez pas à lancer une cagnotte litchi pour réparer mon boule. Donc le mot de la fin c'est pompier. Merci beaucoup d'avoir regardé ce bilan culture un peu chaotique jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, je sais que ça attire très peu de gens ce type de vidéo, ça fait très peu de vues. Mais moi j'adore les faire. J'ai promis à une petite partie de cette communauté qui est intéressée par les bilans culture que je continuerai à en faire. J'en fais juste plus tous les 2 mois comme avant. Je le fais quand j'en ai envie, quand j'ai assez de choses dont je veux vous parler. C'est un compromis entre la commu du bilan culture et moi et les autres qui sont pas intéressés et mes stats, vous voyez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, c'est 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.